Et ma richesse, c'est pas avoir 10 000, 100 000, 1 million ou 10 millions sur mon compte. C'est d'être totalement libre de faire ce que je veux, au moment où je le veux et de la façon dont je le veux. Bonjour Catherine. Bonjour Laurent. Salut. Ça va bien? Ça va. Et vous? Ça va. Oui. Aujourd'hui, on avait un sujet, peut-être deux. Pour notre deuxième podcast. Et donc, la première question, c'était si on arrêtait de se comparer. Ça, c'est un vaste sujet. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Se comparer dans la vie de tous les jours, au quotidien, tant sur le plan perso que pro. Et Déjà, pourquoi on se compare? Ah ouais. C'est de nouveau, on en avait parlé, je crois, dans le premier podcast, c'était le jugement des autres aussi. Le regard des autres. Qui intervient beaucoup. Le regard des autres, l'habitude, le conditionnement. On a l'habitude de comparer, de regarder en se disant c'est quoi la voiture que tu as? Tu prends une électrique, une diesel, une hybride, c'est quoi le meilleur choix? Et les gens, ils ont l'habitude de comparer. Hein. Si tu prends dans le business, combien de gens demandent des conseils pour pouvoir choisir la meilleure optimalisation fiscale, ce genre de choses-là. C'est pareil avec les humains. Tu prends quel coach va t'accompagner? Tu compares les prix quand tu fais tes courses? Moi pas, mais je le faisais avant, ouais. Parce qu'avant, il y avait cette peur du manque. Quand tu regardes, tu te dis, ah ouais, attends, la promo, c'est intéressant, on va prendre ça. Puis au fur et à mesure, tu te dis, mais tu fais en fonction de la promo ou en fonction de ce que tu veux? Et puis pour ça, forcément, dans ton entrepreneuriat, il te faut des choix. Quel choix tu vas faire? Tu vas avoir quoi comme vision? C'est un peu les croyances limitantes au niveau de l'argent, hein, d'une certaine manière. Ah oui, toi, t'embrayes direct sur l'argent. Ah ouais, clairement. Ok. Ouais. Sujet piquant, mais ô combien intéressant, l'argent. Complètement. Oui. Est-ce qu'on ose parler d'argent dans un podcast? Pourquoi pas? Allez, on y va. Et si on osait? Et si on osait parler d'argent? Je sais que tu détestes l'argent. Non, je déteste ce que les gens font de négatif avec l'argent et je déteste qu'on fasse l'opposition de l'argent et de l'amour. En fait, quand quelqu'un exprime le souhait de gagner correctement sa vie, confortablement, de devenir, peu importe, suivant les ambitions de chacun, multimillionnaire, millionnaire, ou simplement vivre décemment, j'aime pas quand on vient opposer en disant oui, mais moi, c'est pas grave, je suis heureuse dans mon cœur. Ça n'a rien à voir, en fait. Pour moi, l'argent, c'est un outil. C'est comme une table, c'est comme une chaise. C'est un outil qui me permet... parce que moi, je ne sais pas comment les gens qui pensent qu'il y a cette opposition amour-argent, je ne sais pas comment ils font leurs courses, comment ils arrivent à payer leur loyer si ce n'est pas avec de l'argent. Oui, juste. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est un outil. C'est comme une table. Je m'assieds sur une chaise. Je me sers d'une table. Je me sers de l'argent. Et ça m'apporte un confort. Ça me permet de nourrir mes enfants. Ça permet de protéger ma famille. Ça permet de leur mettre un toit sur la tête. Du coup, je ne trouve pas que c'est un gros mot quand on parle d'argent. Et il en faut, c'est nécessaire. Mais tu parles de sécurité ici, notamment pour mettre un toit sur la tête de tes enfants. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Tu ne fais pas que ça avec l'argent? Non. Tu te fais plaisir? Tu achètes des talons aiguilles? Oui. Aussi, et ça va me permettre... En fait, ça permet à chacun d'avoir une liberté et d'acheter le temps des autres personnes. Et le temps, c'est quelque chose qu'on ne va jamais rattraper. Une fois qu'il est passé, il est perdu. L'argent, il ne rachète pas ça. Par contre, il peut nous permettre de faire des choses dans lesquelles on va avoir plus de plaisir, où on va apporter une autre valeur dans le monde, parce que notre argent, il va être utilisé pour d'autres personnes qui vont faire certaines tâches à notre place. Je prends l'exemple du jardinier. J'adore être dans mon potager, j'aime être dans mon jardin. Mais si je paye un jardinier 20 ou 30 euros pour faire mon jardin, est-ce que moi, je gagne cette somme-là quand je vais travailler? Non, je gagne beaucoup plus. Il est plus intéressant économiquement et pour moi que je paye un jardinier à 20-30 euros et moi, aller gagner ce que je peux rapporter au taux horaire. Mais la croyance de dire que l'argent ne va pas rendre heureux, c'est débilos. Ce n'est même pas quelque chose qui doit être comparé. Moi, je suis heureux, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma vie, j'adore ce que je fais. Mais en ayant encore
plus d'argent, ça me permettra d'être encore dans des plus beaux hôtels, dans des plus beaux restaurants, de pouvoir aller au cinéma encore plus souvent, de rouler dans des belles voitures. Mais moi, c'est quelque chose que je kiffe. Et c'est quelque chose qui me fait plaisir. Il y a toujours le problème aussi qu'on dit l'argent, c'est sale. Mais c'est un petit peu, en fait, comment on l'utilise. C'est vrai, c'est comment tu l'utilises, ce que tu en fais. C'est un outil, hein, tu en as parlé, Laurence. Et c'est aussi de dire que quand tu dis l'argent opposé à l'amour, alors que dans tout ce qui est énergétique, le cœur est relié à un moyen d'échange. Okay. L'argent est un moyen d'échange. Et c'est quoi la comparaison que tu fais avec le cœur, alors, du coup ? Le chakra du cœur, donc c'est l'énergie de la liberté, c'est la transmission, c'est donner, c'est recevoir, c'est ce qui permet d'échanger, d'être en lien avec quelqu'un. Et l'outil matériel, ça peut être de l'argent. L'argent, ça peut servir à offrir un stage de poney à je sais pas qui va permettre de rendre un enfant heureux. dont il va se rendre toute sa vie heureux avec le souvenir, avec le fait qu'il va se dire « mais tu te rappelles quand j'ai eu ça, ça m'a trop fait du bien, j'ai pu comprendre toute la liberté que j'avais avec cette expérience. Et l'idée, en fait, c'est que quand on oppose l'argent et le cœur, en disant « oui, l'argent ne rend pas heureux », bah oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément bien utilisé. Si tu utilises l'argent d'une manière positive et bienveillante, il n'y a pas de tabou, en fait. Si par contre, d'office, on vient dire « oui, mais tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur », ok, c'est vrai, mais par contre, pouvoir échanger un outil pour du temps et de la qualité, tu as juste transmis une énergie. Et ça va te permettre en fait de te sentir bien au quotidien. Si tu as envie de partir en vacances et a priori tu n'as pas d'argent, ça risque d'être plus compliqué. Oui, et là on parle de choses qui sont agréables, là, le plaisir, les vacances, etc., les restos. En fait, il n'y a pas que ça. Hein. C'est avoir l'argent, c'est aussi permettre de pouvoir soigner ses enfants s'ils tombent malades. Oui. Et c'est aussi avoir, tu parlais de sécurité, c'est mettre sa famille en sécurité. Et quand on a une famille, c'est quand même notre rôle, nous, en tant que parents, que de mettre nos enfants à l'abri et qu'on puisse au moins avoir la décence de payer des frais des soins de santé, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est aussi l'utilisation que tu en fais, parce que quand tu regardes des gens qui n'ont pas d'argent, ça ne revient pas toujours à l'idée de comment on l'utilise quand on en a plein. Et parfois, des gens qui en ont beaucoup, on a l'impression qu'ils ne l'utilisent pas et qu'ils ont un petit côté radin. Et en fait, je trouve que l'argent renvoie à cette notion du manque. Tu peux avoir 10 millions, 100 millions ou des milliards et ressentir ce « j'en aurai jamais assez ». Et parfois, tu entends des personnes avec des montants qui sont très très bas, riches dans leur cœur, et ils arrivent à tout faire avec. Tu te dis, la sensation intérieure, si tu la distingues, donc l'émotion de la réalité, c'est là en fait où l'argent n'intervient pas comme étant, je dirais, un outil décisif, mais c'est un reflet de toi en fait. C'est la manière où on va amplifier quelque chose à l'intérieur. On va amplifier ta peur du manque ou alors on va amplifier ta générosité. Il y a plein de gens, s'ils ont plein d'argent, ils vont donner énormément de choses. Et quelqu'un qui a la peur du manque, est-ce que c'est parce qu'il a manqué automatiquement, tu vois, ou est-ce que tu as déjà eu des personnes qui n'ont jamais eu de manque d'argent et donc qui n'ont pas cette peur de manque? Est-ce que c'est parce que tu as eu le manque, justement, que tu as peur de le revivre dans ta vie adulte? Enfin, moi, j'ai grandi dans une cité, clairement... l'argent n'était pas très l'argent très n'était pas... il était dans le sujet, je n'ai pas d'argent pour faire ça, on n'a pas d'argent pour faire ça, on n'a pas d'argent pour faire ça. Et moi, quand je voyais les autres dont les parents étaient propriétaires de maisons et ce genre de choses, je me disais, waouh, mais eux, ils sont riches, quoi. Et c'était la vision. Donc moi, quand j'étais ado et que j'étais enfant, la vision de la richesse, c'était déjà d'être propriétaire d'une maison. Donc ça, chez moi, c'était une personne qui était riche parce que nous, on vivait dans une cité. Et aujourd'hui, ma définition de richesse, c'est plus ça du tout. Et ma richesse, c'est pas avoir 10 000, 100 000, 1 million ou 10 millions sur mon compte. C'est d'être totalement libre de faire ce que je veux au moment où je le veux et de la façon dont je le veux. Peu importe le montant. Et c'est ça, en fait. Et donc, si mes prétentions ou si mon besoin pour être dans cette liberté totale de faire ce que je veux, quand je veux et avec qui je veux, c'est de gagner 100 000 euros par mois, c'est de gagner 1 million par mois, c'est de gagner 20 000... En fait, le montant de la somme, ça n'a aucune espèce d'importance. Et donc, je pense que j'ai déjà eu ça, la peur du manque. Tu vois, il y a devoir beaucoup travailler parce que
On m'avait dit aussi qu'il fallait beaucoup travailler pour gagner de l'argent. Quand on commence à rentrer dans des business différents, on se rend compte qu'il ne faut pas toujours travailler énormément, il faut travailler différemment. Et c'est là où on va aller rechercher plus la création de valeur que vraiment allez, je vais prendre le tarif horaire. On m'a toujours appris à échanger mon temps en compte de l'argent. C'est la seule façon d'être pauvre et de rester, ou de rester en tout cas dans des salaires qui sont relativement moyens. Une fois qu'on a compris qu'une valeur a plus d'importance qu'un taux horaire, du coup, on peut créer cette valeur, revendre cette valeur et échanger son temps différemment. Échanger son temps contre de l'argent, tu donnerais quoi comme exemple de métier, par exemple? Quand j'étais expert comptable. Okay. Pourtant, il en faut des experts comptables. Ils n'ont pas le choix de travailler de cette manière. Alors, on n'avait pas le choix de travailler de cette manière parce qu'on était soumis à une institution qui fixait quand même les barèmes et les taux horaires. Donc, on a certaines professions qui subissent des contraintes d'organisation et ce genre de choses. Et donc, on ne peut pas les facturer n'importe quoi. Et puis, il y a quand même le prix du marché. Et il y a quand même le marché qui dicte un petit peu les tarifs. Hein. Si tu prends 200 balles de l'encodage parce que tu trouves que tu es une super encodeuse, sur le marché, tu vas avoir personne parce que le tarif, il est vraiment moindre. Donc, tu as ce type de métier, en fait, où tu as un taux horaire qui est échangé, quoi. OK. Lucas? Échange de temps contre de l'argent? Oui. Thérapeute? D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer ou guérir de ça? Je dirais que moi, ce que j'ai observé parce que j'ai quand même accompagné des gens aussi à créer leur cabinet, trouver leur accompagnement, vraiment se spécialiser là-dedans. Mm-hmm. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans le monde du bien-être, dans le monde thérapeutique, plus ou moins large, il y a toujours une sous-estime de soi. Et la sous-estime de soi, ça renvoie à combien je vais te facturer à l'heure. Oui. C'est ce que Laurence disait. Alors, dans le monde du bien-être, tu n'as pas de tarif. Tu peux facturer gratuitement, tu peux facturer 50 €. Ce n'est pas défini, il n'y a pas une règle pour ça. Non, il n'y a aucun truc là-dessus. Et tu sais, moi, si j'ai un thérapeute qui me monétise un résultat, je peux mettre des sommes folles. C'est-à-dire que si la consultation elle est à 75 €, ok, elle est à 75 €, ma consultation est à 75 €, ok. Mm-hmm. S'il me dit, pour que tu arrêtes de fumer, pour que tu obtiennes ton million, ma consultation elle est à 2 000 €. Ah, il te promet ça, mais tu n'as pas encore le résultat, donc tu dois d'abord payer avant d'arriver à ton résultat. Oui. Si son voisin qui fait exactement le même métier te promet aussi ça, et à 25 €. Là, c'est l'intuition qui va me faire trancher. Okay. Mais ce que je veux dire par là, c'est que une consultation à 75 €, est-ce que c'est vraiment juste qu'elle soit à 75 € si on arrivait à quantifier la valeur que ça a apporté à la personne? Tu vois, si avec une séance, que ce soit de l'hypnose pour arrêter le tabac ou ce genre de choses, le thérapeute, il te fait arrêter de fumer. Mm-hmm. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait les calculs de quand on arrête de fumer, ce que ça peut représenter. Je sais pas. Comme économie. T'as déjà fait? T'as une idée de ce que ça coûte sur une année? Ça dépend forcément de combien tu fumes. C'est 2 000 €. À l'époque, non, c'est même plus. Hein. À l'époque, c'était quand tu fumais un paquet par jour, c'était aux alentours de 3 000 € sur un an. Donc tu vois. Donc en fait, en faisant une consulte chez quelqu'un que tu payes 75 balles, tu économises sur un an 3 000 €. Oui. Si c'est un vrai enjeu. 10 ans, c'est 30 000. Enfin, tu vois. Et donc le thérapeute, on lui a toujours dit, la consulte, c'est 75 €. Ok, ça va, je vais. Et quand tu dis 75, t'es gentil, hein, c'est parfois plus bas. Hein, tu pourrais demander bien plus, bien entendu. Il y a des montants, tu peux demander plus. Il y a des gens qui demandent 5, 600, 1000, 2000 €. J'ai déjà vu des trucs comme ça. Et en somme, comme on disait, c'est la valeur que tu vas aller en rechercher, la qualité que tu peux aller chercher. Je pense que le problème vient d'ailleurs, c'est que les gens qui se lancent dans des business de bien-être, alors quand je dis business, c'est de l'accompagnement thérapeutique parce qu'ils ont besoin de mettre une différence là-dessus. Mais quand tu es face à l'État, tu as le même statut. Tu dois payer tes impôts, tu dois payer ta TVA, tu as le même statut que n'importe qui. Et donc, l'État ne fait pas de différence entre est-ce que tu fais un métier qui va être utile pour le monde ou parce que tu vas aider l'humain ou un métier où, bêtement, tu vends un truc sur Internet et entre guillemets, il y a moins de valeur humaine. Oui. L'État, il ne fait pas cette différence-là. Mais par contre, les gens, à partir du moment où tu aides, où tu as un don, ta valeur, souvent, elle est sous-estimée. Si tu as un don, tu dois le donner. Recevoir, c'est difficile.
Et c'est souvent des trucs qu'on voit. Hein. Comme, les gens... Moi, j'ai déjà eu des nanas qui démarrent dans le bien-être. Et quand je leur demande quel tarif elles ont posé, certaines me répondent « Ah les gens, ils donnent ce qu'ils veulent. » Ok. Ah oui, donc, il n'y a aucune fixation de valeur, rien du tout. Et donc ça veut dire que ton temps, il ne vaut rien. C'est une immense fuite. Hein. Mais oui, mais ton temps ne vaut rien. Or, cette heure-là que tu vas passer avec la personne que tu vas aider, elle n'a pas de valeur. Si, c'est déjà 1 heure de ton temps, mais on ne va jamais te la rendre, cette heure-là. À mon sens, c'est encore plus pernicieux que ça. C'est quand tu ne fixes pas ta propre valeur, tu attends que l'autre te la fixe. Ça veut dire que soit tu attends qu'on te donne une immense valeur, ah oui, okay. soit qu'on ne te donne rien. Donc, ce n'est pas que ton temps ne vaut rien, c'est que tu attends tellement de l'autre une reconnaissance que tu attends qu'on te donne beaucoup. Et à l'inverse, pour ne pas être déçu, ah mais tu sais, voilà, si la personne ne m'a pas donné beaucoup, c'est parce que elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens et on va trouver des excuses. Et là, c'est le schéma parfait répétitif de je vais chercher la reconnaissance dans le regard de l'autre. À travers des montants, ça me permet en fait, moi, de ne pas me fixer ma valeur. Oui. On a l'avantage caché qui est derrière, qui est tout simple. Hein. Si je ne me fixe pas ma valeur et que l'autre le fait, je ne suis jamais responsable. On repart sur Calimero. On repart sur notre ami Calimero, ouais. Ouais, c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Et il y en a beaucoup qui fixent leurs tarifs et qui le font parce que aussi, de nouveau, on leur a dit de mettre ce montant-là et ils ne sont pas d'accord avec ça. Soit c'est trop bas, soit c'est trop haut, mais ils s'alignent à la limite avec la concurrence et ça ne les arrange pas toujours non plus. Donc, comment être dans un juste milieu quand ils sont un peu perdus alors que la concurrence, grosso modo, a le même tarif? Donc, comment s'aligner? De nouveau, on va repartir se connaître, j'imagine. On peut parler de se connaître, mais on peut aussi parler d'une valeur minimum. On n'est pas forcément obligé d'aller sur quel tarif tu fixes. On peut se dire, pour vivre avec ta vision, si on la travaille en se disant, ton objectif, par exemple, est-ce que c'est de voyager 6 mois par an ou est-ce que c'est d'avoir une petite maison calme à la campagne qui demande moins de budget? En fonction de ton objectif et de la manière où tu veux vivre, on ne va pas aller chercher la même chose. Par contre, on va quand même se poser la question de se dire, tiens, moi je vois ça encore en 2025, hein, je vois des gens qui se lancent, qui ne prennent pas d'accompagnement et ils mettent 30 € pour 1h30. Et je me dis, ok, allez-y, amusez-vous bien, mais le jour où vous allez devoir payer vos impôts, vous ne tracassez pas, ils vont être là, ils ne vont pas vous demander si l'humanité vous a aidé. Hein. Ils s'en foutent, hein. C'est ok, combien tu dois payer. Et tu es d'accord pour quelqu'un qui débute de démarrer peut-être petit, style prix de lancement et à la limite... Grande erreur. Okay. La plus grande erreur. Si tu démarres petit, tu finiras petit. Et en fait, quand tu démarres, tu dois être sûr de toi, que tu es capable d'apporter quelque chose à quelqu'un. Si tu ne l'es pas, tu es un imposteur. Et c'est la réalité. Okay. Si tu n'arrives pas à trouver ta valeur, si tu ne sais pas ce que tu vas apporter, comment la personne en face va pouvoir se dire, ce que la personne me donne, il y a énormément de choses à en retirer. Elle va rien retirer, elle va passer à côté en se disant « Ouais, de toute façon, tu sais quoi, au pire, c'est pas trop cher. » Oui, ou ton client va dire « C'est trop bon marché et du coup, ça ne vaut rien. » Ou il va en profiter. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Laurence, de ça? Alors, la fixation des prix, ça, c'est tout un débat. Je suis assez d'accord avec lui sur le fait qu'il ne faut pas se sous-estimer. Moi, mon programme d'accompagnement, je l'ai fixé à un prix qui me semblait juste. Je sais qu'il est légèrement en dessous de ce que je peux monter, mais c'est une période de test. Et donc, moi, prix de lancement, alors tu pourrais... C'est pas un prix de lancement, parce que quand tu me dis un prix de lancement, c'est presque du 50%, quoi. Quand tu as un accompagnement à 3000 balles, il va peut-être monter à 4000, mais c'est pas un mode, je ne me dis pas, tiens, ça, mon prix de lancement, c'est 3000. Okay. Mon prix, il est ça. Sauf qu'au fur et à mesure que tu vas apporter de la valeur supplémentaire à ton accompagnement, à ton programme, tu vas faire évoluer ton produit, il est logique que son prix, il évolue. Oui. Donc, soit tu as le marché, et j'ai envie de te dire que pour certaines choses, c'est en fonction de la valeur que tu as donnée, que tu as mise dans ton produit, dans ton accompagnement, dans ce que tu fais. Et puis, il y a une réalité, c'est que certains commerçants, ils ne peuvent pas aller tarifer de façon très différente de la concurrence. Vous avez 2 boulangeries l'une à côté de l'autre. Vous allez pouvoir avoir une différence peut-être d'1 € sur le pain, mais on ne va pas aller acheter 10 € là et 1 € là. Enfin, il y a quand même une certaine logique dans la fixation des prix. Ça dépend aussi des coûts.
ce qu'on voit souvent aussi, c'est qu'il y a des prix bas qui sont mis dès le départ, et un prix bas, je parle par exemple de 20-25 euros de l'heure, mais quand on fait le décompte de tous les frais qui vont être liés à l'activité, il n'y a pas de rentabilité en fait, ou alors il faut travailler énormément pour combler alors et arriver à un seuil de rentabilité qui soit atteint. Donc du coup, je suis pas fan des prix de lancement, je suis pas fan de ce genre de choses, mais par contre, un produit, il peut évoluer dans le temps et il faut tester. Et donc quand on sort un produit qui a une certaine valeur, tu le sors à 1000 balles, tu vois qu'il se vend pas, il y a quelque chose. Teste-le x2. Et parfois, et ça s'est déjà vu, tu doubles ton prix et ça explose parce que tu apportes du coup une certaine crédibilité. Quand tu as des accompagnements, que tu as des produits qui ont une certaine valeur, c'est qu'automatiquement, tu as une qualité derrière et tu as quelque chose de plus solide. Donc voilà. Oui. Moi, j'étais un petit peu dans le cas aussi quand j'ai commencé Madame Harmonie, parce que je veux tellement aider de personnes que j'ai envie que tout le monde puisse avoir accès à ma formation. Donc, je ne veux pas exploser dans le montant. Rester accessible. Ouais. Je connais bien ce tarif-là. Donc, voilà, ça a été un peu compliqué pour moi de fixer mes tarifs parce que je veux aider, moi, ce sont les mamans actives, je veux aider toutes les mamans. Et il y en a de tout milieu. Donc, si je commence à mettre du high ticket, comme on dit, je ne pourrais pas aider celles qui en ont peut-être réellement besoin, qui n'ont pas le budget. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est un bel enjeu, hein, oui. Parce qu'en fait, tu dis, je veux aider toutes les mamans actives. Oui. Pose-toi la question à l'envers, en disant, est-ce que toutes les mamans actives veulent que je les aide? Parce qu'en fait, tu as un certain fonctionnement, tu as une certaine énergie, tu as un certain dynamisme, tu peux être fonceuse, tu peux prendre ton temps. Eh bien, tu vas correspondre à ce qu'on appelle la cible. Oui. Et ta cible, elle est peut-être prête à mettre de l'argent pour avoir un résultat rapide. Peut-être que d'autres cibles, c'est non, je ne mets pas beaucoup d'argent, mais j'ai besoin de temps. Okay. Et donc, ton tarif va varier en fonction de ça. Moi, je me rappelle d'une croyance extrêmement limitante quand je faisais de la consultation, et j'en fais toujours. Quand j'ai démarré, j'étais à 50 €. 50 €, je prenais 1h30. C'était en 2008, 9, quelque chose comme ça. Non, 18, 19. Ouais, j'étais jeune, c'est vrai. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'avais la croyance, quand je devais augmenter mes tarifs, que j'allais perdre des accompagnements. C'est exactement ça. Et tout le monde me le disait. Ouais, mais attention, si tu augmentes... Attends, tout le monde, ton entourage ou tes clients? Ouais. Tes clients? Les deux. Ok. Les deux. Ils te disaient, oui, mais si vous augmentez, moi, je vais devoir faire attention, etc. Et c'est vrai. Sauf moi. Il y a juste Laurence qui te dit, mais augmente, et augmente. Et en fait, j'ai augmenté quoi? Sur le temps, la qualité de mes formations, la qualité de mes soins. J'ai travaillé autrement. J'ai réfléchi autrement. Ah, donc tu as amélioré ton produit. J'ai amélioré mon produit. Parce qu'il a amélioré son tarif aussi. Donc, il a augmenté son tarif. Son agenda ne s'est jamais vidé. Donc, il a continué. Mais il a pu impacter différemment les gens parce qu'il a pu, lui, continuer à se former et apporter alors encore plus de valeur. Et c'est là où, en fait, l'intérêt vient. C'est qu'à partir du moment où tu augmentes ta qualité d'être, ta qualité de faire, ton prix augmente. Et c'est là où la croyance limitante venait de dire, mais attention, si tu augmentes, tu vas perdre. Et ça, c'est la peur du manque. Alors qu'en fait, si on prend les faits, c'est-à-dire les chiffres, oui. J'ai plus de demandes, okay. J'accompagne plus de personnes et je prends moins de temps. Donc techniquement, je rends plus service à plus de gens, avec une meilleure qualité. Et pour moi, j'ai plus de disponibilité. Tout le monde y gagne. Ah oui, si tout le monde y gagne, évidemment. Est-ce que tu te sens juste avec le prix aujourd'hui que tu as pu fixer ta formation dans Madame Harmonie? J'ai envie de dire oui et non. Allez, vas-y. Parce que je sais que le produit va, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'améliorer, Lucas vient de le dire. Donc, je vais améliorer le produit. Donc, forcément, il y a un moment donné où ce ne sera plus le même qu'au début. Et là, je pourrais changer mon tarif. Tu l'as dit également aussi. Tu rajoutes de la valeur, de l'information que tu apprends au fur et à mesure de tes clientes. Il y a des choses, au départ, on ne pense pas à tout. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, oui, c'est pas mal, mais voilà, comme quoi discuter, entendre des choses, on se dit, ouais, ok, je pourrais faire peut-être un petit effort et mettre un prix un peu supérieur sans tomber dans le travers et passer dans
Dans des sommes astronomiques. Quelque chose qui est intéressant aussi, je l'ai observé, parce qu'on parlait tout à l'heure de clients. Alors, chez moi, c'est patient-client, c'est un peu complexe la dénomination, mais j'avais de mes patients une demande d'un meilleur investissement pour eux. Donc, ça veut dire qu'ils me disaient, oui, mais moi, j'aimerais bien venir plus souvent, et je disais à chaque fois ça, hein, non, vous avez un temps d'intégration, il faut fonctionner comme ça. Ah et on attendait. Et j'ai eu des personnes qui insistaient, non, moi, je veux. Et j'avais ce réflexe de dire, ça sert à rien. Quoi, reprends un rendez-vous plus rapidement. Reprends un rendez-vous plus vite. Okay. Ouais. Et je leur dis, non, tu as un temps d'intégration, il faut le temps que ça travaille, il faut laisser faire les choses. Et en fait, là où j'ai proposé un produit différent, donc un accompagnement différent, qui est un accompagnement ultra personnalisé, je deviens ton accompagnant au quotidien, au lieu d'être ton thérapeute. C'est ça. Et les personnes qui démarrent avec ça, quand il y a cet accompagnement au quotidien, on va sur tous les sujets. On va sur le privé, les enfants, la famille, la présence dans la famille, c'est la qualité d'être. C'est aussi, tu es au souper, tu parles avec ton mari, avec tes enfants, mais tu es là ou tu es en train d'être dans ton bureau? Quand tu es en présence d'être avec des gens, tu penses, tu cogites, tu as quoi comme émotion? Et en fait, je les accompagne beaucoup plus maintenant avec cette implication forte. Et donc, forcément, pour eux et pour moi, il est naturel que le tarif soit augmenté. Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas avoir un accompagnement au quotidien et peut-être que tout le monde n'en a pas besoin. Mais par contre, quand tu vis une situation de stress, quand tu vis dans l'entrepreneuriat, moi j'appelle ça des cataclysmes, où il t'arrive une bombe et tu dois la gérer, en fait, quand tu as une épaule sur qui tu peux compter et poser en disant je suis peut-être pas la seule personne à vivre cette problématique, justement à ce moment-là, tu as un soutien, tu as de l'aide et c'est précieux de dire ouais, ok, je paye plus cher, mais par contre, quelle situation on doit gérer? Le big problème, big investissement, oui. d'une certaine manière. Et quand je vois les gens que j'accompagne, ils sont contents aussi de ça. Et c'était une demande chez eux, de beaucoup plus de concret, beaucoup plus de quotidien, de beaucoup plus d'explications. Mais comme on dit, si tu fais de la thérapie classique, tu revois les gens avec un certain rythme, avec un certain fonctionnement, et tu as des gens qui ont envie de foncer, et d'autres qui ne sont pas du tout demandeurs. Il y en a, ils reviennent une fois tous les 5 ans, il y en a qui ont envie tous les mois, il y en a d'autres qui me disent non, tous les jours, on doit parler ensemble. Et qu'est-ce qui est le mieux pour ça? Ça dépend de chacun. Okay, ça dépend vraiment de chacun. Moi, quand je parle aux entrepreneurs, ils ont souvent une immense douleur. Ils ont tout pour être heureux, tout est censé être parfait, mais à l'intérieur d'eux, c'est Bagdad. Ah oui. C'est Bagdad. Pourquoi c'est Bagdad? Ils ne se connaissent pas? Méconnaissance de soi, problèmes environnementaux. Et si forcément on n'a pas la bonne connaissance de soi, on a attiré des situations, on a créé des situations en pensant bien faire. Et là, c'est parti. Hein. Je pensais te faire plaisir en t'offrant ça. J'ai travaillé pendant 20 ans pour tel résultat pour donner toi à mes enfants. Et les enfants, au final, ils disent oui, nous, ce qu'on voulait, c'était des moments avec toi. Ah oui. Tu dis quoi quand tu as 50 balais et que tes enfants viennent te dire nous, en fait, ce qu'on aurait voulu, c'est que tu joues au ballon avec nous. Plus présent, plus de présence, oui. Ça, c'est des trucs que j'ai déjà entendus. Hein. Et c'est vrai, quand tu les entends, tu te dis, mais tantôt, on parlait du côté comment on est en qualité de présence. Si ton besoin, si ta vision, c'est être avec tes enfants, profiter, partager, trouver une harmonie, mais qu'en fait, tu n'as pas compris que toi, dans ta vision, tu te dis, je vais aider ma famille en travaillant 16 heures par jour, en étant là le week-end, et que tes enfants, ils ont juste envie de te dire, papa ou maman, t'es là, oui. Rattrape un peu ce temps-là. C'est le problème en fait que j'ai eu, et c'est pour ça en fait que j'ai lancé Madame Harmonie. Mon fils m'a reproché, je crois qu'il avait quelque chose comme 5 ans, de ne pas être présente le samedi et le dimanche. Et il faut savoir qu'au tout début, je travaillais dans l'Oreca, je travaillais 7 jours sur 7. Donc je n'étais jamais à la maison. Puis on a changé, je travaillais 6 jours sur 7. Donc je n'étais que le dimanche. Mais le dimanche, je faisais quoi? Mais lessive, le ménage, enfin les tâches classiques, quoi. Et un jour, mon mari m'a dit, oui, notre fils, tu lui manques, en fait. Il te réclame. Ah bon? Je suis là le dimanche. Non, en fait. Tu es là, mais sans être là. Tu es dans ton linge, tu es peu importe, dans tes lessives, dans tes torchons, et c'est pas la même chose. C'est vraiment être présente physiquement, avoir de l'attention pour lui. Et c'est ça que je recherche avec Madame Harmonie, c'est à faire comprendre aux mamans qui courent partout dans leur quotidien qu'il y a moyen de trouver une solution pour ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Toi, Laurence, comment est-ce que tu...
Tu gères avec ta famille XL. Famille XXL, donc XXL, 2 enfants, 3 beaux enfants. Et 3 chiens. Et 3 chiens. Ah ouais. Ouais, c'est pas n'importe lesquels. C'est du boulot. Honnêtement, c'est du boulot. En fait, j'aime bien tout ce qui est en XXL. Ok. De toute façon. Tu vois, sur ce sujet-là. On va pas aller sur ce sujet. Pas au deuxième, on verra après. Oui, on risque de dévier, mais c'est normal. Alors, en début de carrière, donc quand moi j'étais expert comptable, déjà pour devenir expert comptable, tu dois faire un stage, il y a des examens, entrée, sortie, enfin bref. J'ai passé ma vie à étudier, j'ai passé ma vie à travailler, donc toute cette partie-là, j'ai passé énormément de temps au bureau et j'ai essayé de combiner au mieux pour respecter ma vie de famille. Et donc j'ai eu difficile les premières années à avoir cet équilibre entre ma vie privée et ma vie pro. Ce que je faisais tout un temps, c'est que le matin, j'avais pas beaucoup de plus-value, on va dire, dans les moments avec mes enfants. C'est-à-dire le matin, c'est riff-raff-rouf. La course. C'est la course, c'est les conduire à l'école, c'est les moments de séparation. C'est pas les moments les plus chouettes. Du coup, j'ai décidé d'aller à 6h du matin, j'étais au bureau. Et donc, j'essayais d'aller travailler très, très tôt. Ça me permettait de rentrer pas trop tard. Et du coup, de voir mes enfants, de faire à souper, ou c'était mon ex-mari qui faisait à souper, peu importe. Mais donc, j'étais avec eux. Les week-ends, je les passais avec eux. J'étudiais alors qu'ils étaient là, mais j'étudiais dans la salle à manger, donc du coup, la présence de maman était là. Quand on partait en vacances, au bord de la piscine, j'avais mon code de société au lieu d'avoir le dernier Musso. Mais eux, ils font pas la différence de savoir que je suis en train de bouquiner mon code des sociétés ou que je suis en train de lire un Musso, ça ne change rien. Donc en fait, j'ai toujours, mon travail à l'époque prenait énormément de place et j'ai essayé au mieux de combiner. Mais je me souviens, vu qu'en étant expert comptable, moi j'avais des deadlines pour les rentrées des déclarations et ce genre de choses. Ça tombait toujours le jour chouette, le jour de l'école où les enfants ils font leur spectacle, etc. J'y allais avec toujours j'ai beaucoup de travail et le fait de passer 4 heures ici, ça va me faire 4 heures que je vais devoir mettre dans des heures qui vont être plus compliquées, mais c'est comme ça. Mais j'ai jamais loupé un spectacle de mes enfants. Donc j'ai jamais loupé leurs anniversaires. J'ai toujours été là pour des moments importants et je leur ai toujours consacré un temps de qualité. Donc, je préfère leur parler 10 minutes que de les voir pendant 4 heures. Enfin, tu vois. Donc, ça a toujours été des moments de qualité. Et au fur et à mesure du temps, j'ai eu cette scission qui est devenue de plus en plus importante. Et donc, quand je suis en travail, on me fout la paix. Moi, je suis au boulot. Le privé n'a pas à intervenir. Ça va m'ennuyer si je dois commencer à aller conduire des gens, etc., dans ma journée. On me laisse tranquillou. On respecte ton temps de travail. On respecte mon temps de travail. Et la même chose, c'est quand je suis à la maison... c'est bon, quoi. À 19h, moi, je suis occupée à faire au souper avec mes enfants. Je n'ai pas besoin que constamment mon travail m'envahisse. Ça ne veut pas dire que je ne reste pas accessible, mais par contre, en fonction de ce que moi, j'ai envie. Et le soir, c'est avec mes enfants, quoi. Tu m'auras pas autre chose. Allez, peut-être pour mes activités de réseautage, là, oui. Ok. Donc ça, tu gères sans problème et ça se passe bien pour le moment. Moi, j'ai un équilibre qui me convient. C'est-à-dire que j'adore aller bosser. Donc, moi, j'aime bien partir le matin, aller bosser, mes enfants ils font leur journée, mon homme il fait sa journée, et puis le soir on se retrouve. Mais par contre le soir on se retrouve, quoi. C'est un peu sacré ça pour moi. Ah oui. Okay. Ouais. Et toi Lucas, au niveau je dirais que c'est assez intéressant parce que j'ai pas du tout la même approche vu que j'ai pas d'enfants, j'ai pas de compagne. Je précise, je suis très bien comme je suis. Avant qu'on me dise encore alors vas-y lance-toi sur Tinder, blablabla. Non. Oui tiens, est-ce que vous pensez que Lucas devrait avoir une compagne? Ouais. Mettez-nous dans les commentaires. Je dirais en fait que si je dois observer mon passé, j'ai passé beaucoup de temps à aider. J'ai donné énormément de mon temps à ma famille, à des amis. Ah, pas que vie professionnelle. Ouais, okay. J'ai passé énormément de temps, tu sais, les amis qui vont pas bien, comment tu peux aider, j'ai besoin d'un coup de main pour donner ça. Et j'ai cette générosité naturelle et spontanée où en fait, oui, je suis là. Et je vais aider. Et je vais toujours disponible pour les autres. Ouais, j'ai toujours été disponible. Donc celui qui déménage, il t'appelle? Ah, il m'appelait. Il m'appelait. Et c'est ça qui est intéressant. On parle de déménagement, par exemple. J'ai souvent mal au dos, moi. J'ai très souvent mal au dos. Et en fait, j'allais chez l'ostéo, j'avais un pote qui m'appelait en me disant « Écoute, c'est pas m'aider pour ça ». Mon ostéo me disait « Non, il faut attendre 2-3 jours avant de… » C'est pas grave, je me sacrifiais. Je disais « ouais, mais tu sais, il en a besoin, allez, c'est pas grave, ça va aller, etc. » Et en fait, j'ai donné énormément de temps
Et je le regrette pas parce que c'était juste à ce moment-là. Mais maintenant que j'ai une vision de où je veux aller, je réfléchis en me disant, cette activité-là, est-ce qu'elle me rapproche de mon objectif ? Ou à l'inverse, est-ce qu'elle me distancie de mon objectif et donc m'empêche quelque part d'accéder à mon rêve ? Et l'enjeu, c'est que si tu n'as pas ton rêve clair, si tu as un enjeu, par exemple, de famille, tu te dis, mon but, c'est 2 enfants, une compagne, une maison, une vie un peu, je vais dire, harmonieuse, tranquillou, c'est OK. Moi, par exemple, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir le monde. Ça n'implique pas forcément d'avoir quelqu'un, OK, mais s'il y a quelqu'un, c'est bien aussi, mais pas quelqu'un qui me freine, quoi. Ah non, quelqu'un qui te suive et qui voit comme toi. C'est ça. Alors, je dirais un peu différemment de moi, comme ça permet de trouver d'autres saveurs à la vie. Complémentaire. Mais clairement, si je suis indépendant, si demain la personne me dit, moi j'ai un travail, une stabilité avec un CDI, elle travaille du lundi au vendredi, elle travaille le vendredi, enfin, un truc de dingue. Mais par contre, quand moi je fais mes horaires et que je travaille peut-être parfois jusqu'à 22, 23 heures, je sais que ça va poser problème. Donc je ne vais pas consacrer du temps dans un premier abord à me dire, OK, c'est juste que ça ne matche pas et c'est pas grave, on est beaucoup sur Terre, donc on va pouvoir démarrer, vivre autrement. Donc je dirais que la difficulté par rapport au temps que j'ai consacré avant, c'est je donnais, et puis je ne vais pas dire qu'il y avait ce manque de réception de l'autre côté, parce que quand je demandais quelque chose, on n'était pas toujours là, mais ils étaient là quand même. On ne va pas dire des choses qui sont fausses. C'était toi peut-être qui étais trop présent pour eux. Moi tu me demandes, je suis là, tu veux un champagne, on va en boire 10. Okay. Et cette expansion, elle fait partie de moi. Donc j'ai souvent entendu que j'étais un peu trop, sois calme, pose-toi, réfléchis, attends. Pas ceux qui t'appelaient. Non, ceux-là, ils arrivent. Tu viens quand ? Viens vite. Oui, c'est ça. Non, mais c'est une réflexion, en fait, au fur et à mesure du temps, où tu te dis, mais qui tu es, il faut l'assumer, il faut le connaître, et il faut se rendre compte qu'effectivement, quand tu as plein d'énergie, moi, je déborde d'énergie, je ne comprends pas, par exemple, les gens qui ne se lèvent pas avant 6 heures du matin. Parce que j'ai un fonctionnement où j'ai une énergie de dingue, mais par contre, ne me fais pas travailler le vendredi. Si tu me fais travailler le vendredi, mon énergie, elle descend. Donc, si tu me connais un peu, je peux travailler 7 jours sur 7, sauf le vendredi, donc ça fait 6 jours sur 7, mais parce que je me connais. Oui. C'est cette connaissance de soi, de qui tu es, OK, tu vas aller vers une personne qui fonctionne à l'inverse de toi. Alors la croyance qu'on a un peu pour le moment dans le développement personnel, c'est « oui, mais l'autre personne est complémentaire, on va pouvoir en apprendre, etc. » OK, mais ça te demande une énergie de dingue. Es-tu prêt à avoir cette énergie, ou à l'inverse, est-ce que tu vas chercher un peu plus de facilité ? Tout est une question de choix. Là-dessus. Moi, je fais le choix toujours de cette fluidité, cette simplicité. Parce qu'avant, j'ai constaté que la complexité ne m'a amené que des choses complexes. Et donc ça, c'est fini. Laurence, enfin aussi bien Laurence que Lucas, vous avez parlé tous les deux d'entourage. Laurence plus ta famille, Lucas plus tes amis, etc. Est-ce qu'on pourrait rebondir là-dessus ? L'entourage fait partie intégrante de votre business, de votre évolution au quotidien ? Je ne sais même pas si ma famille sait exactement tout ce que je fais. Ah oui, à ce point-là ? Pareil. Ouais. Ils ne comprennent pas. Je ne sais pas. Des fois, j'essaie quand même de tenir un peu mon papa à jour. Ah oui, papa, j'ai fait ça. Ou je suis en train de faire ça. Donc, mon papa, j'essaie quand même de le tenir un peu au courant. Tu ne lui caches pas de peur qu'il se dise « Waouh, ma fille, elle fait tout ça, quoi. C'est beaucoup pour elle. » et qu'il viendra se tracasser pour ta santé. Pas du tout. Non. D'accord, c'est juste que tu n'as pas le temps d'y penser. Non, c'est quand je suis en famille. Je suis en famille, en fait. Donc, je n'ai pas spécialement toujours très envie de parler boulot avec eux. Et puis, moi, j'ai été élevée dans un milieu ouvrier. Personne ne faisait de l'entrepreneuriat. Je pense que je suis une des premières, parce qu'après d'autres personnes ont suivi, mais dans ma famille, ils étaient tous ouvriers. Donc ils n'ont pas cette culture de l'entrepreneuriat. Donc il n'y a pas non plus cet intéressement sur ce que je fais. Oui. Donc très fière, quand j'étais expert comptable, ils sont venus avec moi quand j'ai prêté serment. Ça, c'était à mourir de rire. Donc quand on devient expert comptable, donc on devient assermenté. On va au tribunal pour aller prêter le serment. Et mon papa et ma belle-maman m'accompagnent. C'était un peu... pour eux, c'était un grand moment, quoi. C'était waouh. Ma fille est diplômée. Et donc, ils viennent. Et au tribunal, après, il y avait des faillites qui passaient. Donc,
l'ambiance, c'est pas la fête, quoi. T'es dans un tribunal, c'est pas toujours là. Même si là, c'était un moment joyeux pour moi. Et donc, je fais ma prestation de serment. Et puis, quand j'arrête et que je me retourne, il y a ma belle-mère qui applaudit au tribunal. Comme à l'école, là. Comme à l'école. Oui. T'avais juste celui après qui avait son document là, pour plaider pour sa faillite. Et ma belle-mère qui était en train d'applaudir. Mais tu vois, ça, c'est des souvenirs extraordinaires. Donc, ils sont quand même là. Moi, j'ai un entourage qui a toujours, par contre, été très encourageant. Donc, mon entourage familial n'a jamais été, en tout cas, n'a pas été dans l'entrepreneuriat que je mène aujourd'hui. Ça n'a pas été des freins, que ce soit le père de mes enfants n'a pas été un frein, mon compagnon actuel non plus. Quand j'étais plus jeune, alors c'était pas des freins volontaires, mais c'était par contre des croyances très limitantes. Vu que j'étais dans un milieu ouvrier, la croyance c'était de faire des études les plus importantes possibles, de travailler beaucoup pour essayer de survivre à peine, quoi. Donc tu vois, le délire était là. Dans mon entourage, moi, j'ai fait quand même pas mal de tri. Et le temps que je passe avec les gens, il est hyper important. Donc, je n'irai manger avec une personne, par exemple, en lunch, que si je l'apprécie beaucoup. Okay. Ou c'est une découverte professionnelle, il faut y aller. Mais sinon, je passe pas mon temps à aller manger juste pour aller manger avec quelqu'un. Quand je suis en mode business, je suis en mode business. Et je n'avais pas dans mon entourage des entrepreneurs d'un niveau très supérieur, tu vois, très important. Et j'ai retrouvé du coup cet entourage un peu plus pro et avec des visions beaucoup plus grandes que ce que je vis ici en Belgique. Ah oui. C'est à travers des podcasts que je vais suivre et qui sont plutôt axés business. Et je pense que quand on n'a pas un entourage dans le milieu dans lequel on veut évoluer, on peut se le créer un peu en écoutant et en suivant des gens qui sont inspirants pour soi. Mais donc voilà pour mon entourage et ce que je vis. Ok, top. Lucas ? Mais écoute, moi j'ai un entourage un peu différent. Moitié fonctionnaire, moitié indépendant. Ah, les deux. Oui. Ouais, donc vraiment le 50-50. Je dirais que ma maman, elle m'a inculqué le fait de voir grand. Je pense qu'elle n'était pas prête à quel point je pouvais voir grand. Ça, je ne pense pas qu'elle l'avait envisagé. Et elle m'a amené ce côté jusqu'au boutiste, qui est parfois l'erreur que je fais, c'est d'aller toujours jusqu'au bout du bout des choses, alors qu'en fait, parfois, au premier pas, il faut s'arrêter. Okay. Et c'est ça, parfois, faire des choix, de se dire, t'y vas pas. Et c'est quoi le problème de vouloir aller jusqu'au bout ? Parfois, t'es pas sur la bonne voie. Et la difficulté... C'est la différence entre la détermination et l'obstination, ça. Oui, ça a un lien. En fait, c'est de se dire, si ta vision est bonne, si ton chemin est bon, on dit souvent que les choses vont s'aligner. Parfois oui, parfois non. Et en fait, c'est là où il faut savoir si c'est un obstacle ou si la vie est en train de te dire que tu es en train de te tromper de chemin. Et ça, par exemple, c'est un truc que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est de dire aux gens, mais quand c'est pas fluide, vas-y, seulement si c'est au plus profond des tripes que tu dois y aller, que tu sens, tu as un appel de dingue. Si tu sens par contre que tu hésites, que c'est pas hyper clair, que ton schéma mental n'est pas précis, attention, tu risques de te planter. Et c'est là où on parle du temps à rattraper. Il n'y a pas. Si tu passes 2 ans sur un projet, pour des clopinettes par exemple, on parlait de la valeur de l'argent tout à l'heure, si tu passes 2 ans sur un projet pour gagner même pas l'équivalent d'un salaire dans un supermarché, n'y va pas. Si par contre ça t'appelle parce que c'est une mission humanitaire et que ça te dépasse et que c'est un truc qui te vient du cœur et des tripes, si le prix à payer c'est de passer du temps et de perdre un peu contact avec ta famille, mais par contre ça te permet d'avancer de dingue, vas-y. Moi dans mon entourage, j'ai jamais été freiné. J'ai eu des gens qui m'ont donné énormément leur avis et le problème c'est que je les ai écoutés. Ah oui, et les avis négatifs. Non, très positifs. Okay. Non, j'ai des avis qui sont très positifs, des avis très... Enfin, il y a un peu des deux, mais c'est des avis de personnes extérieures. Et donc, pour eux, c'est juste. Mais pour moi, c'est pas ma vision. Et donc, quel était mon manque ? Ma clarté. Si j'avais ma clarté à ce moment-là, j'écoutais, mais sans vouloir absorber, en me disant « Ah bah oui, mais regarde, c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Et donc, il y avait 50 avis, 50 bonnes réponses. Mais tu écoutes, toi, les avis ? J'écoute les avis. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je me dis qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à écouter l'autre. Et c'est vrai, mais il faut ta vision.
OK, en quoi ça va t'aider toi? Et si c'est pas clair dans ta tête, moi j'en accompagne plein pour le moment qui cherchent leur voie, que ce soit des étudiants, des gens qui se réorientent, des entrepreneurs parfois très aguerris, hein, parce que on a parfois l'impression que les entrepreneurs ils sont pas là là comme ça, mais au final, je peux te dire que tu leur poses une question et tu vois les. Ah oui. Ouais, c'est parfois en une question à une personne, si tu viens toucher le point sensible sans t'en rendre compte, parce que parfois c'est une question anodine, tu vois la personne qui s'écroule devant toi alors que tu te dis waouh, c'est une montagne de confiance et avec une d'estime, tu vois. carapace et du coup, Ouais. Et au final, tu te rends compte dans ton entourage qu'il y a des gens qui veulent vraiment bien faire et t'aider et t'accompagner de la meilleure manière, mais le seul truc qui manque souvent, c'est est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que tu veux? Et quand tu as des gens qui te posent ce genre de questions-là, tu les gardes. Surtout ceux-là, tu dois les garder dans ton entourage parce qu'ils vont t'aider à avancer. Quand ils te renvoient à toi-même, ou alors le pire, si c'est juste pour toi, et que la personne, elle ne te donne pas plus de conseils, elle va pas te chercher un peu plus de questionnement. Bah, si c'est bon pour toi, ok, c'est bon pour moi. Bah, va dans le mur, tant pis. Oui, elle va dans ton sens pour ne pas te blesser. Oui. Ouais. Ah, tu veux faire ça, Lucas? Ben fais-le, ça devrait être bon. Ça. Voilà. Alors que non, c'est pas ça qu'on veut savoir. Et puis après, ça donne quoi? Bah, je te l'avais dit. Ouais. Et le je te l'avais dit, bah ouais, tu me l'as peut-être dit, mais je ne l'ai pas compris. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est si tu es vraiment à l'écoute de la personne, si tu es réellement empathique, tu vas te poser la question en quoi ça va aider la personne, vers quel est l'objectif qu'elle va aller chercher. Mais si tu ne sais pas l'aider elle-même, bah en fait, tu n'aides pas. Et là, parfois, à ce moment-là, il vaut mieux se taire. Tantôt, tu as parlé d'avoir quelque chose au plus profond de soi que tu sens vraiment pour continuer ou pas, simplement, tu vois. Comment est-ce que tu ressens ça? Comment tu écoutes? Mon intuition. Oui, écouter son corps, ton intuition. Ouais. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors en fait, c'est un peu technique. C'est un outil utile au quotidien? En fait, si tu veux, il faut donc se connaître. Et j'en reviens à 3 trucs importants. C'est la tête, le cœur et le corps. Quand tu as les 3, c'est 3 centres qui sont super importants. Et il faut connaître son premier centre. Si tu connais pas ton premier centre, moi par exemple, mon premier centre, c'est le cerveau. C'est la réflexion. C'est mon premier truc. Ça n'empêche pas le cœur de fonctionner, ça n'empêche pas le corps de fonctionner. Mais c'est quel est le premier qui va m'aider. Et chez moi, c'est rationaliser. J'ai besoin de comprendre les choses. Et dès que ça vient, tout s'ouvre ou à l'inverse, tout se ferme. Si j'arrive pas à trouver une logique à quelque chose et que ça n'a pas de sens, mon cœur se ferme et mon corps se ferme. Okay. Alors si j'ai déjà ma tête qui est fermée et mon corps qui viennent se fermer derrière, laisse tomber, c'est pas la bonne voie. Par contre, j'ai toujours cru quand on dit fais les choses avec ton cœur et tout ira. Mais misère, quand j'ai fait avec mon cœur, je l'ai payé. Hein. Ah oui. Je l'ai payé parfois très très cher, émotionnellement, relationnellement parlant. Et depuis que je sais ça, je l'ai appris à travers les outils que je déploie, je me suis dit ok, j'écoute les 3. Que me dit ma tête? Que me dit mon cœur? Que me dit mon corps? Et je ressens. Et si tu ne sais pas comment on fait, il faut s'entraîner, il faut pratiquer. Tu te remémores un souvenir, par exemple. Tu te remémores un souvenir très positif en disant tiens, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que mon cœur s'ouvre? Est-ce que l'émotion est positive? Est-ce qu'il y a de la légèreté ou de la lourdeur? Ou à l'inverse, tu rationalises tellement que tu te dis mais ok, moi, mon cœur, il pense que la personne, elle va changer. Mais dans les faits, ça fait combien d'années que tu attends que la personne change? Une musique que j'écoute parfois, enfin, pas une, mais il y en a une qui passe et j'ai à un moment donné des frissons. On peut dire que c'est le corps qui parle là? C'est le corps. Okay. Okay, c'est le corps. Ça dépend de la chanson, tu vois. Si c'est Diam Sevita, c'est pas pareil. Ça, si c'est les poils, c'est l'envie, tu vois, c'est le cerveau. Oui, d'accord. Mais... Ouais, moi, je trouve que les chansons, c'est super inspirant. Quand tu as les poils, tu vois, on parle de quelque chose et tu sens, clac, tu as les poils. Oui. Ou tu as le cœur qui s'ouvre. Ou une situation dans un film aussi. Tu vois, quelque chose de prenant, la larme qui coule. Évidemment. Il faut juste voir si tu as bu un peu d'alcool ou pas. Parce que moi, par exemple, j'ai une grosse tendance, quand je bois un peu d'alcool, à ouvrir mon cœur, mais très, très fort. Et il chante aussi, il fait des vidéos pour ça. Ouais. Je chante et à 2-3 heures du matin, je risque d'envoyer une vidéo pour dire aux gens que je les aime. C'est très bien. Mais le lendemain, quand tu écoutes avec la chanson, tu te dis finalement, c'est moins bien. Ouais, je dirais que quand tu vas aller rechercher cet instinct et si tu arrives à comprendre la différence entre ta tête, ton cœur et ton corps, tu vas distinguer en fait les gens qui sont impulsifs. Ça, c'est le corps, par exemple. L'impulsion, tu sens que tu dois y aller. Ton cœur, il s'ouvre naturellement quand tu vois que c'est la voie. Ok,
moi, j'ai besoin de rationaliser avant de démarrer. Et ça ne m'empêche pas d'être ouvert au niveau du cœur, et ça ne m'empêche pas de ressentir au niveau du corps. Mais j'ai appris à jongler avec ça, et ça, c'est de l'entraînement. Si tu n'as pas cet entraînement-là, c'est comme si tu dis je vais avoir des abdos, mais je vais faire autre chose que des abdos. Il y a un moment, quand tu veux être un peu tracé, tu dois faire des abdos, quoi. C'est aussi con que ça. Ouais. C'est pareil avec l'intuition, c'est pareil avec l'instinct, et c'est pareil avec l'ouverture du cœur. Si tu restes toute ta vie fermé, tu vas attirer à toi que des gens qui sont fermés au niveau du cœur. Et c'est OK, mais c'est un choix. Oui. Là, tu as parlé aussi, toi, que tu travailles beaucoup avec l'intuition. Oui. Tu es plutôt tête, cœur ou corps? J'en sais rien. Moi, je ne sais pas te répondre à ça parce que je n'ai pas les connaissances techniques de Lucas. Mais tu as des frissons aussi? Oui. Ou tu pleures, tu vois? Alors, j'ai de l'intuition, donc je sens quand même très fort les choses, tu vois. Là, je sens que là, il ne faut pas y aller, quoi. Là, il ne faut pas aller près de cette personne. Tu vois, je ressens quand même un peu l'énergie du truc. Quand c'est positif, je le sens aussi. Par contre, je peux ressentir physiquement des choses, soit parce que l'émotion, elle est là, et donc, je peux avoir des frissons quand je suis émotive, quand il y a quelque chose. Je me sers beaucoup de mon intuition dans mes business, donc ça, c'est quelque chose de... Et dans ma vie privée aussi, mais surtout dans mon business. Donc, c'est vraiment un outil que j'utilise, mais je ne sais pas te sader, là, j'utilise mon cœur, là, j'utilise ma tête, ça, je ne sais pas. Je sais pas le détecter. Je sais juste que j'utilise mon intuition, et je sais juste qu'il y a des événements qui me provoquent des choses dans mon corps, soit j'aime, soit je n'aime pas. Et donc, il y a des choses qui sont parfois assez nouvelles. Quand j'ai créé Succès au féminin, je pense de toute ma carrière, c'est la première fois que j'ai été parfaitement alignée avec la personne que je suis aujourd'hui, avec mes valeurs, avec mes compétences. Et donc, du coup, quand j'accompagne quelqu'un et que j'arrive à aller débloquer le truc et qu'elle peut grandir, s'améliorer, et que je vois le résultat de la personne, là, à l'intérieur de moi, physiquement, je sens un truc que je n'ai jamais ressenti ailleurs. Comme on dit, les fameux papillons. Quoi. C'est ça, en fait. C'est intense. Hein. Quand tu ressens que tu as... Moi, j'appelle ça un peu la mission de vie, tu vois. C'est ça. C'est le moment où, en fait, tu sais que tu as réussi ce pourquoi tu es incarné. Et ça n'a pas forcément de lien avec un chiffre. Ça parfois, c'est un moment, c'est un instant, et tu sens que tout est ouvert. Et ça, plus tu t'alignes, plus tu le vis. Plus tu le vis au quotidien. Et ça peut être des petites ou des grandes victoires en fonction des personnes. Mais dans les accompagnements qu'on donne, on voit des gens qui viennent de situations extrêmement précaires, alors que normalement tout est heureux, et puis on les amène bien au-delà de ce qui est bon pour eux, parce qu'ils n'osaient pas imaginer, ils n'osaient plus imaginer parce qu'ils sont rentrés dans des croyances un peu fermentes. Et dès qu'on arrive à débloquer avec eux, et qu'on les emmène là, et le retour qu'ils donnent, le feedback qu'ils t'amènent en fin d'accompagnement ou en milieu, et ils disent mais merci de m'avoir accompagné là, à tel étage, et on peut encore aller plus loin, mais la gratitude, tu ressens ça, ça n'a pas de prix. Et pourtant, quand tu vis cet instant-là, tu sens, on le sent au niveau du cœur, là tout est open, hein, là c'est papillons, paillettes, feux d'artifice, tout est là, quoi. C'est précieux. C'est le moment où on dit, tu sais pourquoi tu es sur Terre. Et là, moi, ça, j'adore. Tu es à la bonne place. Ouais. Moi, je sais que c'est dans l'accompagnement, de déployer les gens, quand on les a au début, ils sont dans une situation un peu compliquée, ils envisagent de monter d'un étage. Et quand on sait voir le potentiel de quelqu'un, peu importe la manière, je veux dire que ce soit de l'intuition, du ressenti ou du plus concret, et qu'ils nous disent « ouais, moi, je rêvais aller au premier étage », et qu'en fait, avec eux, par leur confiance, par leur implication aussi, qu'ils arrivent au 10e étage en accompagnement, mais la gratitude qu'ils ressentent. Et là, ils te disent « mais surtout jamais on quitte notre association, on avance, on fonce, parce qu'on sait les amener encore tellement plus loin ». Et ça fait sens à fond. Oui. C'est puissant. Toi, Catherine, tu sais, tes centres, t'es un peu... écoute, moi, j'ai déjà eu des retours que je ne m'y attends même pas, en fait. Ouais. Parce que ce que je fais, c'est normal. Ouais. Comme tu dis, c'est ma mission de vie. Et quand j'ai déjà eu des retours, je me dis, waouh, quoi, je sers vraiment à quelque chose. Tu sais, quand une personne vient te trouver pour l'aider, tu donnes tout ce que tu as, tu donnes tout ce que tu peux aussi, hein, et tu verras aussi comment elle va évoluer. Ça ne dépend pas toujours que de nous, hein, c'est la personne aussi qui doit travailler. Et je me dis, waouh, quoi, c'est vraiment ça, chaque fois, je dis, waouh, alors là, ça coule.
Mais ça coule de joie, évidemment. Ouais. Et oui, ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que la personne avait un objectif et elle l'a atteint. Que demander de plus, quoi. Elle est contente et elle te fait un retour pour te dire merci. Enfin... C'est d'une puissance de dingue. Hein. Ça, je pense que c'est un truc qu'on a tous les trois dans toutes nos missions de vie qu'on a, parce qu'on n'a jamais qu'une mission de vie, mais cette implication dans les accompagnements qu'on donne, et comme l'autre, tu dis souvent, et je le dis aussi, ton objectif devient mon objectif. Et l'implication qu'on met pour les personnes, les résultats qu'ils vont chercher, et on se dit, mais quel bonheur pour eux de conscientiser ça, le côté un peu inexploré, moi je trouve que inenvisageable aussi. Quand on arrive à amener des trucs concrétisés qui étaient impensables il y a peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Tout ça, c'est immense. Hein. Je vais rebondir sur quelque chose, mais à la base, est-ce qu'on n'attire pas à soi les clients qui nous ressemblent pour arriver peut-être à des résultats pareils? Et le prix est un excellent filtre aussi. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand tu te positionnes avec un certain prix, oui. Automatiquement, tu vas cibler une catégorie aussi de gens qui te ressemblent. Si ton accompagnement il est à 30 000 balles, tu as une catégorie de gens qui va être différente que si ton accompagnement il est à 300 €. Mais ton accompagnement pourrait aider aussi quelqu'un qui n'a pas les moyens. Pourrait. Oui, tout à fait. Alors, donc cette personne-là ne sait pas rentrer dans ton programme. Oui et non, il faut distinguer, et ça c'est super important. Est-ce que les gens y mettront la valeur pour obtenir le résultat? Dans l'observation que j'en ai par rapport à des consultations sur 10 ans, je peux te jurer que les personnes qui ont le moins de moyens sont celles qui trouvent le plus et s'impliquent le plus. Je trouve que tu peux aussi avoir une différence dans l'engagement. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas les moyens, il a toujours les moyens de trouver. Tu sais, quand tu sais t'acheter un iPhone à 1000 balles... C'est vrai. Ils ont des télés de fous, ils ont des abonnements partout. Donc, tu as toujours les moyens de prendre un accompagnement à 1 000 €, à 2 000 €, à 3 000 €, peu importe la situation, en économisant, en prenant le temps, en revendant quelque chose. En travaillant. En travaillant. Donc, c'est de la foutaise de dire que les gens, ils n'ont pas les moyens. Est-ce que oui ou non, ils vont décider de mettre cette somme-là dans ton accompagnement? Est-ce qu'ils vont juger que cette valeur, le résultat qu'ils vont obtenir va être suffisant? Et moi, je constate que quand on ne paye pas un accompagnement, l'engagement de la personne, et je l'ai vu dans le programme que j'ai sorti, je vois la différence entre une personne qui ne va pas payer l'accompagnement et une personne qui va payer l'accompagnement. L'engagement n'est pas, et l'implication de la personne, c'est pas la même chose. Quand on donne quelque chose de gratuit ou quand tu vas devoir économiser parce que tu veux absolument ça, ça n'a pas le même impact. Oui. Ouais, je suis d'accord, j'ai déjà vu aussi passer des produits, c'est offert, c'est gratuit. On a l'impression que tout le monde va se l'arracher. Non, parce que dans la tête des gens, si c'est gratuit, c'est qu'il n'y a pas de valeur dedans. Donc ça ne va rien m'apporter. Je ne vais pas foncer dedans. Et à côté de ça, tu mets ça à quelques dizaines d'euros, c'est peut-être que ça vaut quelque chose. C'est vrai que c'est un vrai choix et parfois c'est complexe parce que quand on a envie d'aider, on a un peu cette mission un peu de sauveur de l'humanité, d'une certaine manière. Et il faut vraiment en sortir parce que l'enjeu du sauveur dans les business, c'est ultra dangereux et ça crée des burn-out à n'en plus finir. Maintenant, moi, j'ai déjà observé des informations et c'est pour ça qu'on doit avoir des contenus aussi qui sont accessibles, qui vont donner de l'information, mais donner de la valeur à quelqu'un, donner de la gratuité à certaines informations, ça va parfois les aider à enclencher pour plus tard. Parce que moi, j'ai déjà observé, quand j'ai démarré, j'avais 0 thune. C'était factuel, sur mon compte, il n'y avait pas. Et donc, j'ai démarré avec 0 et j'ai mis de côté en me disant, OK, tant pis, je ne vais pas aller là, je ne vais pas faire ça, je mets de côté. Jusqu'au moment où j'ai commencé à suivre les formations, je m'en suis servi. Et je me rappelle, à l'époque, ma plus petite formation, c'était 100 €. Donc, je suivais des formations en 100 € et j'ai appris énormément. Et je me rappelle, mes formations coaching, à l'époque, c'était, je crois que c'était 3 000 €, quelque chose comme ça. Et à l'époque, ça me semblait énorme. Et je me disais, mais c'est même, au-delà de ça, c'est inaccessible. Et au fur et à mesure du temps, plus tu t'organises, plus tu te structures, plus tu te permets de grandir, tu vas t'autoriser à passer des caps.
Et tu vas apprendre énormément parce que les accompagnements sont différents, la dynamique est différente, mais tu démarres toujours d'une petite information qui va semer quelque chose, comme une graine un peu. Et au fur et à mesure, cette gratuité, cette offre, elle va servir. Et quand la personne, tu lui donnes une information qui l'a aidé, qui lui a permis d'enclencher quelque chose, tu seras toujours la personne de référence qui va l'aider. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant parce qu'on le partage, on donne énormément dans nos vidéos, dans la valeur de ce qu'on accompagne. Et on sait toujours aller chercher des switches chez les gens, on appelle ça les game changers, d'une certaine manière. C'est qu'est-ce qui va te permettre d'aller plus vite, plus loin. Et peut-être que la personne, au départ, tu ne sais pas l'aider parce qu'elle n'est pas impliquée, parce qu'elle n'a pas conscience de sa problématique, ni de sa souffrance. Mais au fur et à mesure, dès qu'elle voit en fait son problème, qu'elle devient consciente de ça, il faut qu'elle en sorte. Et là, à ce moment-là, tu peux l'aider et elle est prête à s'impliquer. Oui, donc on peut dire tous les trois qu'on choisit nos clients. Ouais. Parce qu'on veut qu'ils soient à 100% dans l'accompagnement que l'on propose, parce qu'ils ont payé pour avoir un résultat. Ils avaient une douleur, ils avaient quelque chose à transformer, à changer chez eux. Le but, c'est qu'ils terminent ça avec du concret et un résultat pour se sentir mieux, peu importe la formation. Dans les accompagnements, je vais les rechercher 2 fois. Donc, c'est-à-dire si ils ont une implication qui, au départ, est super haute, je vais me dire, OK, allez, on y va, on fonce. Et puis, il y a des événements de vie. Il y a peut-être des pertes, il y a parfois des maladies, il y a des choses qui peuvent intervenir. Et à ce moment-là, la motivation, soit elle augmente naturellement parce que tu dis, oui, il faut que j'aille plus vite, ou alors, à l'inverse, la personne est tellement submergée par quelque chose que son implication descend. Et là, c'est la première fois où je vais la rechercher. Je vais l'aider à lui dire, OK, tu vis quelque chose qui est compliqué, je vais t'aider à remonter dans l'énergie et dans l'implication pour te réimpliquer. Si je vois que la personne se réimplique, OK, là, tranquille, on est reparti. Si je vois qu'elle retombe une deuxième fois parce qu'il y a eu un autre événement dans son quotidien qui l'empêche d'être bien, OK, mais j'irai pas 3 fois. Parce qu'à 3 fois, ça veut dire que la personne est dans un schéma où systématiquement, dès qu'il lui arrive quelque chose, elle descend et elle ne remonte pas automatiquement sa motivation. Dès la première étape, on voit souvent comment les personnes réagissent. Si elle n'a pas conscience de sa capacité à remonter, OK, on lui apprend. Et à la deuxième, elle peut se resservir de l'outil qu'elle a déjà eu. Et si ton outil est performant, la personne, tu lui dis une fois et clac, c'est parti. Oui. Pour clôturer, je vous propose une dernière croyance limitante que vos parents vous ont léguée sur l'argent. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Sur le temps que vous réfléchissez. T'en as une, toi, déjà ? La mienne, c'était qu'il fallait travailler beaucoup pour avoir de l'argent. Ouais. Ah ouais. Donc ça, il faut travailler beaucoup. Si tu ne travailles pas, l'argent ne tombe pas du ciel. Alors cette phrase-là, elle est assez juste, parce qu'effectivement... Tu veux dire que l'argent ne tombe pas du ciel ? Non, et il n'y a pas de petits lutins qui viennent à la porte avec une brouette pour te dire, tiens, un plat de l'argent. Même les lépreux chauds à qui Non. on donne du whisky, ils viennent pas ? Même si tu le mérites, même ça ne fonctionne pas. Mais donc, je pense que la croyance limitante qu'on m'a donnée par rapport à ça, c'est travaille beaucoup et beau diplôme. Ouais. Moi, c'est un peu le même style, mais c'est un autre mot. Il faut se faire crever au travail. Ouais, tu vois, C'est puissant, hein ? Oui. Ouais, c'est puissant. Vraiment, c'était le terme. Hein. Ouais. Il n'y avait pas de sujet de je t'aime ou d'amour à la maison. C'était travail, travail, travail. C'est le mot qui revenait tout le temps. Tout Comme le temps. Rihanna, tout le quoi. temps. Work. Ouais, toi, lui, Oui. t'as ta croyance limitante ? Je pourrais vous donner celle-là, mais je ne l'ai pas souvent entendue. Par contre, c'est un peu un contre-pied. C'est va jusqu'au bout. La croyance limitante du va jusqu'au bout. C'est qu'en fait, tu auras toujours des obstacles et c'est normal d'avoir des obstacles. En fait, non. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter, il faut savoir dire oui, il faut savoir dire non. Et je pense que cette croyance limitante-là du va jusqu'au bout, mais seulement si c'est juste pour toi. Et donc, sur ce « il faut savoir s'arrêter », je pense que c'est le moment de dire au revoir à tout le monde. On vous rappelle de liker la vidéo, de venir allez, cliquer sur la cloche pour vous abonner à notre chaîne. On vous demande de mettre des commentaires sur les sujets que vous voulez qu'on aborde les prochaines fois et on vous dit à bientôt. Et osez, surtout, osez.